Arvin, 23 septembre 2014, donc ça c'est la date d'un des fragments, des nombreux fragments qui composent ce livre. Jérôme, qui avait été le 5e à mourir, était le 7e de 10 enfants. 6 sont morts maintenant, les 4 autres ont passé l'âge de faire des projets. Ils sont les enfants d'Henri et de Mathilde. D'abord, je pense à leur nombre, 10. Ensuite, à leur genre, 8 garçons et 2 filles. Enfin, j'écris leur nom, si bien portés, bourgeois. Ils ont été baptisés dans l'église catholique Jules, Jean, Nicolas, André, Joseph, Louise, Jérôme, Claude, Guy, Marie. Ils sont venus au monde entre 2 guerres, d'une hécatombe à un génocide. Ils ont traversé le cœur du siècle noir. Ils ont mordu dans des jours qui mordaient. Je choisis ce passage parce qu'on entend quelques-uns de ces nombreux noms. Comment on fait pour écrire un roman pareil, avec tous ces personnages? Tu fais des fiches, tu fais des dessins sur des tableaux noirs dans ta chambre, tu fais comment? D'abord, je les connais parce que j'ai déjà écrit sur eux il y a 22 ans. Alors ça m'aidait, hein. J'ai repris tous les prénoms, voilà, c'était l'élégance des veuves. Et ensuite, ça m'a pris 3 ans, donc j'ai eu le temps j'ai eu le temps de m'habituer, de les connaître. Ça, c'est déjà ce que je dirais. Et puis par ailleurs, comment on fait? En fait, je pense que la forme, parce que c'est un livre que j'ai eu envie d'écrire il y a longtemps, comme justement pour le plaisir d'écrire une suite. Et je me disais exactement ce que tu dis, c'est-à-dire 10 personnages pendant 100 ans, j'y arriverai pas. Et en fait, tu sais bien qu'on ne peut commencer que quand on a trouvé une forme. Et le jour où j'ai eu cette idée de créer des chapitres qui correspondraient chacun à une date et qui me permettraient du coup la discontinuité, qui briserait complètement l'énorme continuité des 100 années, et de choisir du coup de faire une sorte de récit troué, où j'oublierais plein de choses, mais je choisirais des scènes intéressantes. À ce moment-là, j'ai pu me dire, je le fais. Et en fait, la forme du livre, elle est venue justement de l'énormité de la matière. J'ai été obligée de choisir, et je raconte à chaque fois qu'on me pose des questions, que pendant que j'écrivais le livre, surtout à partir du moment où, parce que quand je ne sais pas comment Cécile travaille, moi aussi j'ai envie d'ailleurs de lui poser des questions, mais on a une idée d'une forme, et ensuite moi j'ai besoin d'avoir une seconde chose qui est le ton. Et souvent le ton, je l'ai quand j'entends une première phrase qui me plaît et qui me convainc, oui c'est bien une première phrase. Et là, j'ai eu cette première phrase, et elle était, alors après, elle vient comme ça, c'est pour ça que je vous dis que ça serait très prétentieux et faux de croire qu'on maîtrise tout. Parce que pourquoi elle vient et celle-là, j'en sais rien du tout. Parce que juste on l'attend et que quelque chose finit toujours par venir quand on attend. Mais ensuite, quand elle est là, la première phrase, elle peut impliquer beaucoup de choix qui s'imposeront pendant tout le livre. Par exemple, un temps, et là, typiquement, un jeu, ce que j'avais pratiquement jamais fait jusqu'à présent. Et qui donc impliquait une narratrice au présent, ou maintenant, a priori, puisque dans mon esprit c'était moi, et qui donc allait gérer du point de vue du présent, gérer cette énorme masse temporelle. Et quand en fait j'ai décidé de faire ça, c'était formidable parce que je pouvais aussi intégrer des scènes du présent et surtout du coup restituer quelque chose que je découvrais en remontant les années, qui était une sorte d'éternel retour de l'histoire, des échos extraordinaires entre même parfois des phrases que j'entendais à la radio et des phrases que je lisais dans les livres d'histoire. Et donc un jour je dis à un de mes amis écrivains, qui est Lionel Duroy, que tu dois connaître, mais c'est terrible, je te jure, j'ai inventé le livre infini. Parce que je me disais, je pourrais ne jamais m'arrêter de l'écrire. Je pourrais ajouter des scènes au présent. Et d'ailleurs, il était beaucoup plus gros que ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est Bertrand qui l'a coupé. Non, Bertrand, il ne l'a vu que coupé. C'est notre méchant éditeur. Oui, mais non, il est très gentil. Moi, je le trouve pas assez méchant. Et récemment, en plus, une amie éditrice m'a dit, mais en plus, méfie-toi. Parce que plus on est en place, moins
moins on vous demande de corriger. Et non, non, c'est vrai. Moi, quelquefois, j'ai envie d'envoyer mon manuscrit sans mon nom pour voir s'il serait pris. Parce que c'est pas du tout sûr. Hein. C'est possible. Peut-être celui-là, je me dis qu'il aurait été pris, mais d'autres, non. Alors cette immense famille des bourgeois, tu la compares à un arbre. L'arbre est l'image naturelle qui me vient quand je pense aux bourgeois. Cet arbre était touffu et vivace, une formidable prolifération de branches, rameaux, ramilles et bourgeons. Le génie des bourgeois fut de vivre, d'enfanter et d'agir, de s'impliquer dans la vue physique à la manière des chevaliers modernes. Alors, est-ce que tu peux commenter cette comparaison avec l'arbre et avec la chevalerie aussi? Parce que justement, le côté vieille France, un peu action française des bourgeois m'intrigue, et voilà, les chevaliers ici. Enfin, action française du père, parce que heureusement, la génération suivante, c'était passé, n'était pas. Mais oui, bah, l'image de l'arbre, bon, d'abord, moi, c'est une image que j'emploie très souvent, parce que je me sens, moi, comme un arbre. C'est-à-dire assez planté et qui a plutôt tendance à pousser qu'à bouger. Hein. Et donc, et là, pour une famille, ça me paraissait encore plus vrai. J'aime cette image. Et quant aux chevaliers, oui, c'est comme ça que je les vois. C'est-à-dire vraiment un équivalent moderne. D'abord, bon, c'est vrai qu'il y a 2 militaires, un marin, et que ceux qui sont pas militaires, il y en a au moins qui va s'engager en Algérie. Donc, ils ont ce naturel d'aller au combat, on pourrait dire ça comme ça, et pas d'aller au combat gratuitement, d'aller au combat pour une cause. Donc, je les trouve chevaleresques. Alors, il y a les hommes, on va commencer par les femmes. Alors, elles sont très nombreuses, ce sont elles qui mettent au monde. Il y a des phrases très très fortes dans ton livre. Mathilde endossa-t-elle en conscience ce rôle qui incomba aux femmes après la guerre, donc on dit à tort qu'elle les émancipe, faire des enfants pour la patrie qui en avait trop tué. Mathilde, un peu plus loin, a mis au monde 10 enfants et sans doute a-t-elle été 13 ou 14 fois enceinte. Mathilde Bourgeois, s'appartenait-elle, te demandes-tu, en cette journée de la femme? Là, c'est le temps présent où tu écris. Je réfléchis au verbe s'appartenir. Et puis, tu fais ensuite un parallèle avec quelque chose de très contemporain, en conscience, le phénomène des mères porteuses. Tu dis aussi, page 115, que Mathilde renonça à toute création pour enfanter 10 enfants. Alors, quels sont tes points de vue? Parce que là, j'ai cité beaucoup et il y a plein d'idées là-dedans, mais quel est ton point de vue déjà d'écrivain, de femme qui écrit, de mère aussi, relativement à celle qui décide, qui renonce à toute création pour enfanter? Voilà, ça a souvent été un grand dilemme, hein. Duras en a parlé, Virginia Woolf aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est femme? On crée ou on procrée? Et est-ce qu'on peut faire les deux? Donc là, apparemment, non. Et puis, voilà, c'est ce destin des femmes à être enceintes toute leur vie. Quel regard portes-tu dessus, sur ce destin-là? D'abord, ce que je peux dire, c'est que c'est le sujet de ma vie. C'est-à-dire que j'ai travaillé presque 20 ans comme économiste sur ce sujet, j'ai fait ma thèse sur ce sujet, en essayant de donner, dans le cadre du paradigme néoclassique qui avait un modèle théorique qui expliquait la division familiale du travail, j'ai essayé, sans changer, dans le cadre de ce paradigme, de faire des modèles de division du travail, de décision de division du travail qui donnerait un fondement théorique à la fin de la division conjugale du travail. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a fait beaucoup réfléchir. À l'époque, c'était de 85 à 95. J'ai vraiment lu dans tous les domaines sur la famille. La conversation amoureuse est née de ce travail aussi. J'ai mis dans la conversation amoureuse tout ce que j'avais pas pu intégrer dans ma thèse parce que le paradigme en économie est très contraignant, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit qui ne sont pas relevantes, on peut dire. Mais donc à l'époque,
En gros, mon directeur de thèse, qui était un monsieur extraordinaire, qui d'ailleurs écrivait des pièces de théâtre et qui a été joué à l'Odéon par Francis Huster, il s'appelait François Bourguignon, et il travaillait à l'école, il était directeur d'études à l'école des hautes études. Et je me souviens très bien qu'à la fin, il m'avait dit « Votre thèse, au fond, elle a montré que c'est la machine à linge qui a mis les femmes sur le marché du travail. » Comme Aristote avait dit, le progrès technique libérera les esclaves. En fait, on voit bien que c'est l'entrée du progrès technique dans l'espace domestique qui, effectivement, a libéré les femmes de toute une charge qui les requérait absolument entièrement. Il n'y avait pas que les enfants, hein. Et ça, c'est une des choses aujourd'hui. Alors, c'est drôle, parce qu'il y a un journaliste là qui a fait un article qui m'a beaucoup touchée parce qu'il était très original. Et il a dit quelque chose que je ne m'étais jamais dit comme ça. Il a dit qu'aujourd'hui, la femme au foyer était sans doute une des personnes les plus méprisées de notre société. Et c'est vrai. Moi, je trouve que c'est très vrai. Et ce mépris qui s'exerce aujourd'hui, c'est complètement transporté sur toutes les femmes au foyer, celles d'aujourd'hui et celles d'antan. Or, celles d'antan, non mais à l'époque, mais aujourd'hui, oui. On croit que finalement, toutes ces femmes qui ne travaillaient pas, qui avaient des enfants, qui s'occupaient de leur maison, étaient moins curieuses, plus paresseuses, bêtes. On a facilement ce propos-là, alors qu'en fait, une des choses intéressantes de l'économie consiste à dire que les femmes que la nature humaine ne change pas, les femmes n'ont pas changé, les préférences des femmes n'ont pas changé, mais les circonstances structurelles dans lesquelles s'exercent leurs choix sont complètement transformées. Et donc la modification des comportements, c'est juste la modification de leur réponse à l'environnement qui a changé. Et ça, je trouve ça intéressant, et c'est pour ça que je dis, donc d'une part, que le choix n'était pas celui d'aujourd'hui et que donc on n'a pas du tout la bonne posture pour comprendre comment elles faisaient leur vie. Donc toute cette réflexion, effectivement, vise d'une certaine façon, c'était l'intérêt d'avoir cette narratrice au présent dans le livre, c'était de constamment essayer d'entraîner le lecteur dans la même spirale réfléchissante où moi je me suis baladée pour constamment essayer de ramener, d'aller vers le passé, de revenir vers le présent et surtout de ne jamais juger tout ce que je pouvais voir du passé avec l'œil de quelqu'un qui vit au présent. Donc sur les femmes, j'avais cet œil-là. Et puis par ailleurs, après, c'est vrai que je me suis amusée, puisque une fois que je m'étais mise dans le livre, c'était pratique pour aussi en profiter pour déployer des réflexions. Et c'était un peu une originalité du roman, parce que sinon un simple roman familial, c'était pas si intéressant. Et donc en effet, je me suis amusée de certains paradoxes qui consisteraient par exemple à traiter les femmes qui ont beaucoup d'enfants de poules pondeuses ou de lapines, ce que je trouve un truc absolument atroce. Les femmes, c'est ventre. Oui, alors ça, bon, ça c'est vrai qu'elles étaient, le problème c'est qu'elles étaient quand même traitées comme des ventres, hein. Et effectivement, c'est une erreur de croire que la guerre de 14 les a émancipées. Au contraire, toutes les lois de 1920 ont vraiment poussé les femmes à retourner chez elles, y compris celles qui étaient passées dans les usines d'hommes qu'on a renvoyées dans les travaux féminins. Donc oui, c'était l'occasion de revenir sur tout ça, mais en effet, tout au bout, j'étais quand même capable d'imaginer qu'avoir 10 enfants, quand on est aisé, ce qui était le cas de cette famille, mais je suis en train de lire un roman de Sophie Chauveau qui s'appelle Noces de charbon, dans lequel ce sont des mineurs du Nord qui ont 10, 12, 14 enfants et qui sont aussi très heureux d'avoir 10, 12, 14 enfants. Donc oui, je suis capable d'imaginer que c'est une chance. Et ensuite, je vois le prix qu'on paye parce qu'on n'a pas 14 enfants et en effet, on n'est pas en même temps Virginia Woolf. Donc voilà, c'est juste une sorte d'éclairage et de réflexion sur cette situation des femmes. Alors les femmes mettent au monde, elles sont dans la vie, et les hommes, eux, abîment le travail des femmes puisqu'ils meurent à la guerre. Hein. Alors c'est un formidable livre de littérature avant tout, mais aussi d'histoire, puisque on les voit toutes, les guerres. 14-18, 39-45, l'Indochine, l'Algérie. Il y a, c'est pas la France, mais quand même,
à un moment donné, tu fais référence rapidement au 11 septembre, page 189 aux États-Unis, et puis les attentats de 2015, donc toutes nos guerres sont là. Comment est-ce que tu as travaillé sur un tel matériau historique? Est-ce que tu as fait des recherches, des fiches, encore une fois? Parce que c'est une richesse extraordinaire. Tous les lycéens qui sont là, vous avez votre bac d'histoire rien qu'en lisant les Vaudois. Et à la fois, c'est sublimement écrit, c'est de la littérature. Donc, comment tu fais? Il y a quand même un input, pour reprendre des termes d'économiste, qui est le temps. J'allais dire, je prends le temps. Mais la guerre de 14, elle est juste évoquée dans sa fin. C'est-à-dire qu'effectivement, la vraie narration commence au moment du traité de Versailles. Bon, c'est vrai que le couple des parents se marie juste au moment du traité de Versailles, et ça me paraissait assez extraordinaire. Je me disais, c'est drôle comme cette espèce de concomitance d'un événement privé fondateur et puis d'un événement national qui va porter tant de malheur ensuite. Ça me paraissait émouvant, rien qu'à y penser pour moi. Parce que c'est vrai que les émotions de l'auteur sont pas celles du lecteur, mais elles sont vives aussi, parce que c'était vraiment reprendre l'histoire. Ensuite, j'avais quand même passé 4 ans sur la guerre de 14 il y a longtemps, de 99 à 2003. J'avais passé 2 ans sur la guerre d'Algérie, donc j'avais quand même déjà, et puis je pense que j'ai toujours aimé l'histoire, donc j'avais lu beaucoup. Mais ensuite, j'ai repris, ça c'est pour les élèves, j'ai repris des lectures, surtout sur 40, et puis surtout sur l'Indochine que je connaissais très très mal. Et là, j'ai essayé, d'une part, de lire des manuels, on pourrait dire, des livres d'histoire, qui me permettaient d'être certaine que tout était bien, j'avais bien en tête le déroulement des choses. Ensuite, j'ai lu la presse de l'époque pour voir comment ces événements qui m'étaient racontés par un historien ex post avaient été décrits par les journalistes au moment même. Et puis, j'ai lu des journaux intimes qui sont soit des journaux de ma famille que j'ai eus, soit des journaux d'écrivains. Je pense à celui de Jean Guéhenno sur la guerre, toutes sortes de journaux. Il se trouve qu'à l'époque, pendant que j'écrivais, il y a le journal de Maurice Garçon qui est sorti, alors ça c'était extraordinaire de le lire. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, je me représentais mieux les choses. J'arrivais à plus, me placer. Si je choisissais une journée et je me disais, je voyais bien où j'étais dans l'espace global de l'événement. Et puis ensuite, j'essayais de me le représenter mieux. Donc il y a beaucoup de documentation. Et la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit plaquée dans le livre. Donc il faut vraiment l'assimiler pour pouvoir naturellement l'amener quand elle s'inscrit bien dans le récit. L'incarner. C'est ça. En fait, la génésis et la mimésis, qui est très bien arrivé. Le travail, oui, elle est modeste. Mais c'est tout le travail du roman. C'est un travail autour de l'incarnation, en fait. On est sur des choses un peu abstraites, peut-être. L'histoire, après tout, c'est pas immédiat, c'est loin, c'est dans les manuels. Et il faut mettre tout ça sous nos yeux et rendre vivant des choses passées. Et ça, c'est extraordinairement passionnant à faire, mais difficile aussi. Moi, je trouve que l'écriture romanesque est la plus difficile de toutes les écritures, justement, en raison de cette nécessité de l'incarnation, justement. Alors, les toutes premières pages du livre, alors on est au début, et paradoxalement, il semblerait qu'on commence par la fin, puisque le grand thème qui ouvre le livre, c'est la mort. La mort de Jérôme, celui qui a aidé les autres à vivre durant toute son existence, puisqu'il était médecin, un bon médecin de famille. Il y a de très belles lignes que tu me permets de lire sur la mort, et j'aimerais que tu commentes justement ce choix qui a été le tien d'ouvrir ton livre par un questionnement sur la mort, par un questionnement sur la fin.
presque personne n'a envie de mourir, et presque personne n'a envie de voir mourir les autres. On voudrait que le monde dont on goûte la composition ne change pas, que la vie demeure dans les êtres éphémères qui l'accueillent, simplement parce que l'on tient à eux. On supplie que les tombes attendent éternellement vides ceux qui ont vieilli jusqu'à s'approcher des âges où l'on meurt. On voudrait avoir l'éternité avec ceux qu'on aime. On voudrait exactement le contraire de ce qui est. Et l'on oublie les cycles, les nécessités, l'évidence. On extrait l'individu du grand mouvement vital auquel il appartient. On resserre la vie aux dimensions des attachements qu'on a. Par quel maléfice faudrait-il que le bel ensemble perde une de ses pièces et se disloque? Ça, c'est vraiment ce que j'ai pas maîtrisé. C'est-à-dire que non, enfin, je me souviens que j'ai parlé à notre méchant éditeur, comme tu dis, mais que je ne trouve pas assez méchant pour ma part. Et je lui ai dit que je voulais écrire la suite de l'élégance des veuves, donc l'histoire des 10 enfants. Et là, il a souri et il m'a dit ne commence pas par le début. Alors d'ailleurs, c'est drôle parce que ce matin, j'écoutais un écrivain que j'admire beaucoup qui est Daniel Mandelson, celui qui a écrit ce livre extraordinaire, Les Disparus, que je n'ai lu qu'après avoir fini mon livre et qui m'aurait donné tellement plus d'audace que j'ai vraiment beaucoup regretté, mais c'est comme ça, on découvre les livres au moment où on peut. Hein. Et alors, il est donc il est spécialiste des Grecs et d'Homère, et il dit, mais à un moment, il disait... il parlait voilà, du récit qui captive, c'est le récit qui digresse, qui ne commence pas au début pour aller à la fin. Il paraît que c'est le conseil que donnait Aristote pour raconter des histoires. Donc finalement, voilà, grâce à Bertrand et ignorant qu'Aristote donnait ce conseil, je n'ai pas commencé par le début. Ils naissent, parce que c'est vrai que s'il y avait eu les 10 naissances là, à la file, c'était quand même un peu embêtant. Et par ailleurs, je pense que ça dit aussi, puisque la première scène justement m'est venue comme ça, j'avais cette idée qu'il ne fallait pas commencer au début, mais j'avais pas forcément, j'aurais pu choisir autre chose. Je pense que ça disait aussi beaucoup la nécessité du livre, qui était que on passe et que on traverse le temps et qu'ensuite on peut être complètement effacé. Et au contraire, dans le livre, il y avait cette volonté de consigner, de revenir, de rappeler de soi-même finalement, puisque moi je suis la génération suivante, de soi-même attacher l'anneau, on pourrait dire. Et donc, bien sûr que le livre, il est porté par cette idée que bientôt ces témoins ne seront plus, qu'il n'y en aura plus du tout. Et puis alors ensuite, la mort, c'est quelque chose sur lequel j'écris souvent, parce que j'y pense souvent, voilà, à mon avis tous les jours. Tu écris au sujet de la mort, mourir est une tâche. Moi j'ai pensé à la phrase de Sylvia Plath, mourir est un art, dying is an art. Alors, excusez-moi pour l'accent, c'est horrible, j'aurais jamais dû faire ça. Mourir est un art. Il y a quelque chose de ça chez les bourgeois. Et je voudrais que tu nous parles d'un autre choix d'intrication, de mélange, ce mélange très subtil entre la vie et la mort sans cesse. Page 33, la joie de chaque naissance recevra sa réplique en tristesse du décès. Voilà la règle de la vie et de la chronologie, ça marche inexorable, son arithmétique parfaite. Il n'y a pas de fin heureuse, la mort n'oublie personne, c'est une mécanique parfaitement huilée, il n'y a jamais d'erreur. Et tu parles d'une naissance qui a causé la mort de la mère. Mathilde est morte en couche en donnant la vie. Je l'ai voulu furieusement. Et donc je me souviens que j'ai écrit 2 manuscrits qui ont été refusés par Hubert Nissen. Les manuscrits m'avaient valu de le rencontrer, mais à chaque fois ça se terminait par j'attends le suivant. Bon, donc c'était un peu pénible. Et puis j'arrive à je sais plus quel âge, 29 ans, un truc comme ça. Et je me dis que j'ai envie d'avoir un enfant. Enfin bref, je me retrouve enceinte volontairement. Et là, je me souviens que je dis à ma fille maintenant, c'est fou, tu sais,
parce que j'ai pleuré constamment pendant que je t'attendais, en me disant tu n'écriras pas, et finalement c'est ma fille qui m'a donné ma vision du monde, enfin qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qui ensuite m'a permis d'écrire. Et mon premier livre d'ailleurs racontait l'histoire, était vraiment né de cet enfant, puisque pendant que je l'attendais, je prenais des notes, j'avais une sorte de petit journal de grossesse. Et puis je me souviens qu'un jour, j'entends à la radio une émission sur la révolution culturelle en Chine, et j'entends qu'un des supplices absolument merveilleux qu'ils avaient inventé consistait à verser de l'huile bouillante dans les oreilles des intellectuels. Et je me dis, mon Dieu, mais la créativité jusque dans cette horreur, est-ce que je pourrais écrire un livre sur la violence qui serait tellement violent quand on le lit qu'on l'éprouverait physiquement. Et sur ce, ma fille naît. J'avais donc ce projet en tête, mon petit journal de grossesse qui était tout petit. Et ma fille naît, et là vraiment, dans l'instant, je l'ai pensée non pas comme mon bébé, mais comme une personne. Et tout de suite, je me suis dit, vous allez dire, complètement folle, je me suis dit, elle pourrait devenir une personne qui ne me plaît pas. Je pensais sa liberté, parce que je ne crois pas du tout qu'on fabrique tout comme ça. Et en même temps, je me disais que je l'aimais et que je mourrais de la perdre. Et là, tout de suite, j'ai eu cette idée d'une femme enceinte qui va accoucher d'un enfant qui, 20 ans plus tard, deviendra un meurtrier d'enfants. Donc, vous voyez, je dois vraiment... Alors après, le livre était fini. Il était terrifiant. Mon mari voulait divorcer en disant que c'était pas possible d'écrire des trucs pareils. Il était persuadé qu'on allait attendre notre fille à l'école pour la tuer, enfin c'est et vraiment pouvoir de la littérature. Bon, mes parents étaient effondrés, j'explique le pseudonyme, et j'ai dit. Beaucoup plus tard à ma fille, j'aurais voulu te le dédier, mais enfin c'était quand même gênant. Donc voilà une petite note. Mais c'est pour dire que voilà, ça fait longtemps que je réfléchis à toutes ces questions. Et bien sûr, oui, c'était la première fois que j'ai voulu écrire ce livre, c'était en 1995, juste après avoir écrit L'élégance des veuves, où j'ai eu cette vision de... C'est extraordinaire d'appartenir à... Ça peut être extraordinaire, moi je le voyais comme ça, d'avoir 9 frères et sœurs, mais il y en a un qui va enterrer 9 frères et sœurs. Et c'est drôle parce que je ne connaissais pas à l'époque le livre de Thomas Mann, et j'avais noté dans un petit coin que j'allais appeler le livre Joseph et ses frères, et que ce serait Joseph qui enterrerait tous ses frères. Puis bon, voilà, ça veut dire que c'était il y a combien de temps? Il y a 22 ans. Voilà, la première fois que j'ai voulu écrire ce livre, c'était il y a 22 ans. Voilà. Alors, dans ton roman Alice, il y a beaucoup de mots, de paroles échangées, mais il y a aussi beaucoup de silence. Les bourgeois sont des taiseux parce qu'ils appartiennent à une génération où on ne parlait pas beaucoup, en tout cas moins que maintenant. C'est peut-être mieux, plus élégant, je ne sais pas, tu vas nous le dire. Leur éducation leur avait appris à se tenir, c'est-à-dire à se retenir. La plainte et le déballage public avaient été rayés de leur monde. Et il y a, page 46... page 47, un passage que j'aime bien, je vais le lire et puis je veux bien que tu le commentes ensuite. On ne disait pas que l'on était amoureux. On montrait que l'on possédait la dignité d'un compagnon pour les années d'une vie. La jeune fille demandée comprenait sans parole. Elle comprenait le mot mariage. Sûrement pas le mot désir qui l'aurait fait rougir jusqu'à la racine des cheveux, et ne réclamait pas le mot amour, dont elle rêvait bien sûr, mais se méfiait aussi. Elle voulait la chose sans le mot, car amour était le vocabulaire des séducteurs, plus que des hommes du monde, la fausse promesse des imposteurs qui n'attendaient qu'un flirt, tandis que mariage, justement, les mauvais larrons ne l'employaient jamais. Chez les bourgeois, il y a des mots interdits. Oui, non, mais alors c'est vrai que c'est d'abord, je pense, quand même une époque, hein, et c'était vraiment never explain, never complain. Hein. Non, pas du tout. Je suis comme toi, j'allais dire, je prends le même risque. Parce que c'est tragique. Mais oui, il y avait cette éducation.
Dans ma famille, il y avait aussi un truc qui m'a toujours fait rire, c'était, bon, on n'avait pas le droit de parler à table avant d'avoir le bac. Et par ailleurs, après le déjeuner, les petits, jusqu'à mon avis 14-15 ans, faisaient ce qu'ils appelaient plat d'eau. J'en parle dans L'élémence des veuves, c'est-à-dire que pendant que les adultes prenaient le café, les petits se couchaient par terre et faisaient une espèce de micro-sieste. C'était pas de la microphysique, mais c'était une micro-sieste. Et effectivement, bon, c'est totalement un autre monde, mais par ailleurs, il n'est pas faux que on ne racontait pas ses émotions intimes. On ne parlait pas non plus de ce qui fâche, c'est une chose très connue. Par exemple, quand on a raconté comment l'affaire Dreyfus a déchiré les familles, il y a pas mal de familles qui avaient décidé qu'on n'en parlait pas. De même que Pétain et De Gaulle, dans cette famille, bon, il y en a un qui part rejoindre des alliés, il y en a un autre qui va dans la résistance, et le père a le portrait de Pétain sur sa cheminée. Et c'est un sujet dont on ne parlait pas. C'est comme ça que toutes et depuis là, que le livre est sorti, beaucoup de gens me racontent que c'était comme ça dans leur famille. C'est très très profond, c'est-à-dire que ce genre de famille, moi j'en connais pas mal, mais ils en sont encore à se demander aujourd'hui si l'inconscient existe. L'inconscient, c'est quelque chose... Donc, ils sont à des années-lumière de toute démarche qui serait utiliser le langage pour accoucher de quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous fait même agir, mais dont vous n'avez absolument pas conscience. Hein. Donc, c'est vraiment un usage du langage très limité. Hein. Mais ça avait ses vertus dans un certain sens, mais personnellement, je ne le regrette pas. Je pense que ça a surtout généré beaucoup de souffrance, hein, c'est sûr. Alors après, ce petit passage sur comment on fait pour déclarer son amour dans ces milieux quand même très bon chic, bon genre, j'ai totalement fantasmé ça. Hein. C'est pas du tout... Et je me disais, tout le monde va trouver ça cucu, puisque comme j'ai quand même été sacrée en 2002, je crois... la leader de la nouvelle littérature de bonne femme, depuis, j'ai toujours ce petit écho de me dire attention, attention. Et donc ça aurait bien pu sauter. Mais finalement, je me suis dit que c'était assez juste. C'est-à-dire, c'était d'une certaine manière une espèce de... On faisait ses preuves, on n'était pas dans le baratin finalement. Donc c'est assez beau. Mais ils ont une posture, ils ont une tenue classe, une tenue. Oui. Alors ils se plantent quand même un peu à cette époque-là aussi, hein, tout en étant très bon chic, bon genre, comme tu dis. Hein. Il respectait ses chefs, donc ces gens de la famille, hein, végans, c'est comme ça qu'on dit. Pétain, ils les plaignirent sans cesser de les admirer. Passe un peu. Eux qui étaient royalistes, se rappelèrent-ils l'option qu'avait préférée la reine de Hollande? Passe un peu. On sait aujourd'hui tout ce qui fut proposé, mais les gens n'en eurent pas connaissance sur le moment, ce que tu disais. Ils se posaient d'autres questions, ils avaient des inquiétudes immédiates. J'ai passé beaucoup de temps sur une journée qui était, sur quelques jours, qui sont l'espèce de panique du gouvernement à Bordeaux, avant le discours de Pétain du 17 juin que j'écris dans mon livre. Et j'ai été sidérée de découvrir tout ce qui s'était passé, ou pas passé d'ailleurs, parce que par exemple, Churchill attend Paul Reynaud sur un bateau au large de Concarneau, mais comme Paul Reynaud, il n'était pas un très très bon décideur, même s'il était très intelligent, il n'est pas là. Et donc j'ai découvert plein de choses, et effectivement que les Anglais nous avaient proposé de fonder un condominium, que les Français qui iraient en Angleterre auraient la double nationalité, enfin, toute une sorte de choses dont on n'entend pas souvent parler, et dont évidemment les gens n'ont pas du tout entendu parler à l'époque. De même qu'on ne savait pas des faux qui ont été signés par des gens qui entouraient Pétain, on ne savait pas ce qui s'était passé avec le départ du Massiliard, enfin les gens ont oublié beaucoup de choses. Et donc oui, se rendre compte de ce que c'était la confusion du présent et le manque d'information aussi, c'était très important. Et moi, ça m'a renvoyé aussi à une autre chose, quand je parle de la vie immédiate, de la vie concrète. Imaginez un veuf qui se retrouve avec 10 enfants, dont le dernier a 1 mois, à fuir Paris. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de lait, il n'y a rien.
et en plus il sait rien de ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et ça m'a renvoyé à, d'ailleurs, tous autant qu'on est en général, à entendre tout ce qui se passe dans toutes sortes d'endroits. Je pense à tout ce que j'ai entendu au printemps sur la Syrie, et qu'est-ce qu'on fait? On vit. Donc c'est la même chose, voilà, que les gens aujourd'hui croient qu'ils seraient partis tout de suite, très peu de gens l'ont fait, voilà, c'est tout, là, et la majorité d'ailleurs, mais ni Mauriac, ni Claudel, enfin il faut revenir sur les points de détail. Donc les gens qui croient que, ah mon Dieu, c'est fou de ne pas répéter tout le temps, c'est des salauds, c'est pas bien, non, c'est juste de la clairvoyance. Hein. Et ça, je trouve ça très triste de penser qu'il y ait ces allergies, et que, voire même, dans pas longtemps, j'entendrai que je suis pétiniste, quoi. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, je suis pétiniste. Parce que c'est... Et ton exaspération, on l'entend très bien dans cette phrase, et son ton. Il serait le représentant d'une époque et d'un milieu typiquement bourgeois, parisien, catholique, très action française, comme on le dit maintenant, avec la sévérité de ceux qui viennent après, et n'ont guère de mérite, puisqu'ils savent où mènent certaines idées et que l'histoire a jugé. C'est sûr que c'est plus facile pour nous. Alors, tu parlais du livre infini, on peut terminer là-dessus, et puis après on parlera avec tes lecteurs, du livre qu'en fait, qui ne peut pas terminer. Il y a une terrible image au sujet de la redite de l'histoire, de cette histoire qui revient et qui se répète sans arrêt, de façon tout à fait désespérante, puisqu'il semblerait qu'on n'apprenne rien des drames passés. Tu as cette image mythologique, c'est celle de l'hydre, l'hydre de Lerne. Éternel retour de l'hydre. On a beau la combattre, elle renaît. Monstrueux phénix, plante vénéneuse qui pousse et repousse, encore l'image de l'arbre un peu, hein, dans l'esprit des hommes. Le fanatisme religieux remplace le fascisme et l'agression en ville remplace la guerre classique. On vient de parler des attentats. La forme des conflits meurtriers a évolué, les guerres de poste ont succédé aux guerres de front. Depuis les bombes dans les cafés d'Alger, les civils ont été pris en otage. Critiquer l'aveuglement des politiques et l'esprit munichois est plus facile que savoir comment aujourd'hui prévenir le pire et n'être pas une nouvelle fois munichois. Qu'est-ce que la clairvoyance? Aucune unanimité ne se dégage pour répondre. Les opposants s'étripent et nous continuons de vivre. C'était ton postulat. Oui, ben c'est bien sûr, parce qu'on voit bien que on ne vit pas l'histoire comme on l'écrit. Et par ailleurs, une des choses que j'ai découvertes en travaillant, c'est qu'en fait, l'histoire se réécrit constamment. Alors c'est amusant parce que j'ai entendu quelqu'un en parler à propos de Saint-Exupéry, disant, mais dès 1942, à New York et à Londres, commençait de s'écrire ce récit de la France n'est pas à Vichy, la France. Mais on s'aperçoit très bien sur d'autres choses. Par exemple, là, sur la guerre de 14, on voit très bien, on s'est mis à beaucoup parler des fraternités, des fraternisations, du fait que les gens ne voulaient plus combattre. Et on est face, au contraire, la haine du Boche, qui a été absolument développée jusque dans les écoles. Donc, sur plein de choses comme ça, quand on est très très attentif, on voit bien que l'histoire... déjà donc se vit d'une manière qui a certainement rien à voir avec la façon dont elle est ensuite mise à plat et racontée, et comme en plus la façon dont elle est racontée évolue beaucoup. Et moi, donc moi j'ai 55 ans, mais je me souviens très bien que quand j'avais 20 ans, la question c'était toujours, entre les jeunes, hein, c'était toujours est-ce que j'aurais été résistant, hein, déjà, et deuxième chose très importante, c'était si j'avais été résistant et qu'on m'avait arrêté, est-ce que j'aurais parlé? Bon. Mais il n'y avait pas de réponse. Tout le monde se posait ces questions quand on était ado. Et ben, j'ai le sentiment aujourd'hui que ces questions-là, les gens ne se les posent même plus parce qu'en fait, ils sont en train de répondre. En gros, si je dis « Oh, le général de Gaulle est formidable », c'est comme si je prouvais que j'aurais résisté, que j'aurais pas trahi les autres, etc. Il y a une sorte de déplacement, la question a disparu et il y a une forme d'affirmation qui comporte des réponses qui nous mettent dans la bonne situation.
Et bon, moi, il se trouve que j'ai pas du tout ce besoin et que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de comprendre comment les choses ont pu se passer. Hein. Et on voit aussi bien, regardez aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de ça là, parce que c'était vraiment le sujet. Aujourd'hui, ce débat assez haineux, et là j'ai entendu ce matin que Jeannette Bougrab avait écrit un article qui m'a paru assez fort sur ce qu'elle déduit de ce crime à Marseille. Qu'est-ce que c'est égorger des femmes? Et vous allez avoir deux camps qui se déchirent, entre ceux qui pensent que c'est pas le problème l'islamisme radical, c'est les circonstances économiques et sociales qui sont pas favorables et qui créent de la haine, et puis au contraire ceux qui pensent qu'il y a réellement un problème avec l'islam. Donc, moi je n'ose même pas trancher, enfin c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'écris sur le passé, parce que déjà la violence de ce que parfois je sens, on pense de ce que j'écris, je me dis, mais alors, j'admire ceux qui osent le faire, même sur le présent. Mais ce que je vois, c'est... un peu, tu as eu des... Ben non, mais je sens bien comment c'est lu, dans une perspective, comme si j'étais, mais on me dit tout le temps que je suis politiquement incorrecte. C'est quand même comique. Juste parce que je réfléchis, que je me remets dans l'instant, et que j'ai lu et que je vois bien que personne n'a été gaulliste. Même Malraux s'engage en 1944, il faut quand même se le rappeler. Je veux dire, c'est des choses, il faut aller dans les détails, donc je ne vais pas écrire. Voilà, alors oui, eux, il y en avait pas qui étaient gaullistes, mais ils étaient comme toute la France en fait. Et je ne suis pas en train de faire l'apologie de cette erreur, mais c'est lu comme ça, c'est très bizarre. C'est comme si la vérité du passé s'était mise à devenir insoutenable pour un certain nombre de gens. Et la fonction de la littérature, c'est peut-être faire sortir justement les consciences, les zones d'ombre, des angles morts, relire à la faveur d'une lumière un peu plus humble. C'est vraiment le travail que tu fais, sans arrêt, la narratrice, elle est dans ce questionnement-là. Oui, bon, moi je me dis jamais la littérature a une fonction, mais en tout cas elle en a une pour moi, déjà elle m'occupe. Non mais c'est vrai, parce que là par exemple, je n'arrive pas à écrire, je me sens extrêmement déprimée. Donc oui, je pense qu'elle justifie ma vie maintenant, c'est sûr. Et puis, je me donne des objets pour réfléchir. Et effectivement, je dois avoir un côté naïf. Grinville m'a dit, tu allumes des bombes et après tu t'étonnes que ça blesse pas. Bon. Donc oui, voilà, je dois être un peu... Est-ce que les lecteurs ont... Est-ce qu'on ne peut pas allumer la lumière? On ne vous voit pas. Parce que alors moi qui aime beaucoup regarder les gens, vous savez, moi je me disais toujours à mes élèves, comme faisait Louis de Funès là, vous voyez, quand